Je suis ravie de venir partager aujourd'hui avec la communauté suisse et un petit peu français, j'en ai vu quelques-uns, comment on pilote les équipes à distance. En gros, une sorte de petite boîte à outils de télétravailleurs. On va juste commencer par une première question, pour voir un petit peu qui est dans la salle. Combien de personnes travaillent de chez eux ou en tout cas télétravaillent? Presque la majorité, c'est top. Donc, je serais ravie d'entendre vos questions à la fin, voir si j'ai dit des choses qui correspondent un peu à votre quotidien ou pas du tout, pour qu'on puisse en parler. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est le 5e élément. Il est sorti en 1997. Je ne sais pas si tout le monde était né en 1997. Moi j'étais née, j'avais 21 ans. Et ce film m'a énormément marqué parce que j'ai dû le voir 5 fois au cinéma, mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué. C'était une époque où quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de lancer ça sur mon ordinateur. Donc ça s'appelait IRC et ICQ, et ça permettait de discuter en temps réel avec n'importe quelle personne sur la planète. Et aujourd'hui, ça devient totalement naturel, mais à l'époque, c'était révolutionnaire, et c'était génial. Moi, en fait, je m'appelle Émilie Lebrun, j'ai fondé en 2009 une agence, on fait que du WordPress. Et donc, en 2009, quand on a lancé une agence avec mon associé, on avait un rêve, c'était d'avoir des bureaux. Parce que quand on a des bureaux, ça montre que l'entreprise fonctionne bien. Ça montre qu'on peut avoir une équipe, ça montre à ses prospects qu'on est assez solide, on a des bureaux. Ça montre une sorte de signe de réussite. Donc on voulait absolument avoir des bureaux. Ça nous a pris presque un an pour avoir des bureaux. Donc là, c'est avec mon associé, on était super contents, on avait 75 mètres carrés dans Paris. Bon, c'était un peu le jour de l'emménagement, donc c'est un peu le bazar. Ils sont super contents ce jour-là d'avoir des bureaux à Paris. Par contre, quand vous avez des bureaux à Paris, en fait, vous ne pouvez pas forcément vivre à Paris. Je ne sais pas si c'est pareil à Lausanne et en Suisse. Et vivre à Paris coûte très cher. Du coup, vous habitez en banlieue et vous venez tous les jours travailler dans votre agence à Paris. Et donc, quand vous travaillez à Paris et que vous habitez en banlieue, vous avez deux options. La première, c'est de prendre la voiture. Globalement, ça ressemble à ça, et encore, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de monde. Première option numéro 1. Option numéro 2, les transports en commun. Globalement, ça ressemble effectivement à ça. Moi, j'habitais juste le fameux RER A, qui transporte, je crois, 1 million de personnes par jour, enfin, c'est un truc énorme en banlieue parisienne. Moi, j'avais ça tous les matins. Et du coup, pour éviter le bouchon en voiture, pour éviter le monde dans les transports, vous faites quoi? Vous levez très très tôt. Vous commencez à aller au travail vers 7h, 7h30, grand maximum. Puis vous rentrez vers 21h, histoire d'éviter le monde sur la route. Et du coup, vous êtes crevé. Vous passez votre temps soit à courir après les transports en commun, soit à essayer d'éviter le monde, ou soit à faire des heures pas possibles pour éviter tout ce monde-là. Et notre directeur artistique, il habitait Paris, ça a été le premier à venir nous voir en disant est-ce que ça serait possible que certains jours par semaine, je puisse éviter ça et je travaille de chez moi. Et à l'époque, on n'avait jamais testé le télétravail, et on s'est dit pourquoi pas, on peut essayer, vas-y, travaille de chez toi. Donc le lundi, mardi, mercredi, il était à l'agence. Et le jeudi, vendredi, il travaillait chez lui. Et en fait, on s'est rendu compte que ça changeait absolument rien. Lui, il avait l'air un peu plus en forme, un peu plus épanoui, il avait l'air content de comme ça. Pourquoi pas? Mais en tout cas, de notre côté, ça n'avait pas encore fait tilt qu'on pouvait travailler autrement. Et en 2014, on va au WordCamp Europe, qui était à Sofia, et on assiste à une conférence de Noé Toc. Je ne sais pas si vous connaissez, il est parti de la communauté suisse. Il travaille pour une agence qui s'appelle Human Made, qui a comme particularité d'être totalement remote. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont au moins 70 personnes totalement à distance. Et donc Noël vient faire une conférence qui s'appelait Beyond the Code, qui est disponible sur WordCamp TV si vous voulez la regarder, et qui nous explique sa vie de digital nomade. Donc en gros, comment il travaille à distance, comment il pilote tous ses projets, comment il pilote toutes ses équipes, totalement à distance. Je ne vous cache pas qu'en plus, les photos où il est à Tokyo, où il est en partie faire surfer, enfin forcément ça fait rêver, mais en plus, il nous explique tous ces outils qui permettent de travailler comme ça au quotidien. Et là, ça fait tilt dans ma tête, je me dis, il y a moyen d'avoir une autre vie que celle qu'on connaît, le petit quotidien avec les bouchons, etc. etc. En plus, Human Made n'est pas la seule entreprise à travailler comme ça. Dans l'écosystème WordPress, vous en avez plusieurs. Vous avez bien sûr WordPress, qui fonctionne entièrement en remote, automatique, qui est bien connu pour avoir, je crois, aujourd'hui 600 personnes à travailler à distance. WooCommerce a bien sûr la même organisation, et puis si on sort un peu de l'écosystème WordPress, peut faire aussi la même organisation de travail à distance. Donc ça devient un petit peu plus normal de s'imaginer travailler à distance.
quels sont, à ce moment-là, pour nous dans notre tête, quels seraient les bénéfices pour nos salariés si on décidait de fermer nos bureaux et de passer en full télétravail? La première, c'est le bien-être. Déjà, vous épargnez les transports en commun, vous épargnez les microbes dans les transports en commun, c'est quand même beaucoup moins d'arrêt maladie. Le bien-être, quand vous n'avez pas de stress, d'avoir votre bus de 10h02 pour avoir votre métro de 10h03, etc., etc. Tout ce stress est épargné aux salariés, ça lui amène quand même un certain bien-être. Je ne vais pas vous convaincre que vous êtes prêt à faire du télétravail, vous voyez vraiment la différence entre vous travaillez de chez vous et vous travaillez dans un bureau. Il y a également la souplesse, c'est-à-dire qu'on a des parents dans notre équipe, et pouvoir facilement amener les enfants à aller voir le pédiatre sans devoir prendre une journée de congé ou une demi-journée, c'est comme une vraie souplesse pour le salarié. Et au final, il y a aussi la productivité. Parce que contrairement à plein de personnes qui pensent ça, vous êtes beaucoup plus productif quand vous travaillez chez vous que quand vous êtes dans un bureau et vous êtes dérangé par un collègue qui est au téléphone, par les collègues d'à côté qui discutent. Vous êtes beaucoup plus productif quand vous êtes chez vous. Par rapport à nos agences, quels étaient les bénéfices? Bien sûr, la même productivité. Avoir des salariés plus productifs, bien sûr, pour l'entreprise, c'est plus intéressant. En termes de recrutement, ça changeait aussi beaucoup la donne. Quand vous recrutez pour un développeur, par exemple à Paris, il faut vous forcer à recruter quelqu'un qui met moins d'une heure pour venir à l'agence. Donc dans les critères, mettre moins d'une heure pour venir quelque part, ce n'est pas forcément le critère le plus intéressant. Quand vous faites du télétravail, vous pouvez recruter n'importe quelle personne, en France, de préférence pour garder les mêmes langues, mais n'importe qui à travers la planète en fait. En plus, en termes de budget, ça nous coûtait presque 130 000 € par an d'avoir des bureaux à Paris, ce n'est pas rien. Donc en termes de budget, se dire qu'on allait arrêter ces bureaux pouvait être une opportunité intéressante. Et puis un jour, j'ai décidé de partir de Paris, parce que j'en ai marre des Parisiens, et j'ai découvert cette ville formidable qui est Lyon. Et je me suis dit, bon, je vais franchir moi-même le cap, je vais être la première à partir, je vais complètement m'excentrer et je vais partir vivre à Lyon. Du coup, pour mon agence, pas le choix, il faut que je fasse en télétravail. Et donc, j'ai décidé d'aller partir vivre à Lyon en 2016. Et en fait, en 2016, ça a été un vrai tournant par rapport à ma vie et par rapport à l'agence. En 2016, on a recruté plusieurs profils qui étaient sur Valence, qui étaient sur Lyon. Donc déjà, plus de la moitié de l'équipe est devenue en full télétravail. En 2016, j'ai aussi rejoint une autre entreprise qui s'appelle WP Media, qui est connue notamment pour avoir fait le plugin WP Rocket, parce que faire l'agence ne me suffisait pas, j'avais envie de m'éclater sur d'autres sujets. Et en même temps, j'organisais pas mal de WordCamp. Ce qui fait qu'en termes de management d'équipe à distance, je suivais beaucoup de personnes qui étaient situées dans beaucoup d'endroits différents. Si vous prenez WP Media, on a des salariés de Los Angeles jusqu'en Inde. Vous de mythe, on est quand même pas mal éparpillés à travers la France. Et puis quand vous organisez des WordCamp, même si c'est WordCamp Paris, il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas forcément sur la région parisienne. Et donc en 2016, je dois complètement revoir comment je travaille, quels sont les outils de communication au quotidien, comment je lis des équipes, comment je donne des directives, comment je donne des informations, je dois tout remettre en question. Et donc c'est ce que je suis venue vous partager aujourd'hui, sur 3 axes, comment j'ai dû changer ma communication, mon management, et comment je suis la productivité. La première particularité, c'est que la communication est totalement asynchrone. C'est-à-dire quand vous êtes dans des bureaux, vous pouvez discuter immédiatement avec les personnes. Quand vous êtes en télétravail, vous êtes en full asynchrone, encore plus quand vous avez 9 heures de décalage horaire. Le second point qui est pour moi important, c'est que je refuse les mails. Donc pour ceux qui échangent un petit peu avec moi, je ne réponds jamais à mes mails, parce que déjà c'est perdu dans un flot de mails. Et en plus, si vous travaillez à plusieurs sur un sujet, le plan de je mets plusieurs personnes en copie, je transfère les mails avec des pièces jointes, etc., etc. Pour moi, c'est la préhistoire. Et le téléphone, c'est bien que vous ne retenez pas toutes les informations si ce n'est pas à l'écrit. Donc prendre des notes, on des personnes, voilà. Donc quand on travaille à distance, j'ai refusé ces 2 moyens de communication avec mon équipe. Et du coup, comment je communique avec eux? Le plus connu, c'est Slack. Donc là, je vous ai mis quelques numéros, mais notamment le Slack de l'agence. Donc le Slack de l'agence est organisé par sujet. Donc vous allez avoir les sujets un peu globaux comme le Gutenberg, la maintenance. On a un channel culture pour ceux qui aiment bien parler d'Arte, ce genre de choses. On a, je sais pas, on va parler de la production, et puis après on va avoir un channel par projet. Et donc chacun, tous les jours, vient ici dire bonjour, envoyer des petits gifs, machin, mais également venir contribuer sur des différents sujets. Ce qui fait que n'importe quelle personne qui se connecte à n'importe quelle heure a toujours accès à l'information. L'inconvénient de Slack, c'est que les informations passent. Du coup, pour les informations qui ont besoin d'être conservées, notamment pour les grandes informations générales,
notamment si vous organisez un WordCamp et que vous devez valider un t-shirt, toujours d'informations un peu plus stratégiques. On a un intranet. Donc, pour les WordCamp, c'est ce qu'on appelle les P2, si vous avez déjà entendu parler des fameux P2. Nous, à l'agence, on a essayé de faire un truc un peu plus ludique, on a fait un petit intranet, où les salariés peuvent venir consulter les dernières informations, notamment booker ceux qui veulent venir au WordCamp Nice ou pas, les informations sur le site de l'agence, le dernier point de culture, pour ceux qui s'intéressent, un intranet, pour lister les informations les plus importantes. En complément de ça, on a Zoom. Donc Zoom, c'est un outil qui nous permet de faire des petits chats vidéo, parce que c'est quand même sympa de se voir, parce que faire par l'écrit, c'est un petit peu dommage. Donc on a un petit Zoom qui nous permet d'échanger directement, que ce soit avec l'équipe, mais également avec les prospects ou les clients. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre énormément de clients à distance. Ça ne pose aucun problème, nous, dans notre prospection commerciale, d'avoir une personne qui se déplace et une autre personne en visioconférence. Ou alors on est tous en visioconférence. On a très longtemps travaillé avec Trello, donc je pense que tout le monde connaît Trello, qui est un outil de partage de tâches qu'on a utilisé sur les WordCamp et au début de l'agence. Nous, à l'agence, on a arrêté de l'utiliser parce qu'il n'était pas assez costaud par rapport à nos besoins de projet, mais sur des plus petits projets ou plus petites interactions, Trello est très bien. Du coup, à l'agence, on est passé sur Asana, qui nous permet d'interagir sur l'ensemble des projets. Donc, on construit les backlogs, on échange avec nos développeurs, on échange avec nos designers sur l'ensemble des projets avec Asana. Toute la suite Google, je vous avoue que je ne vois plus comment on fait pour travailler avec un Word installé sur sa machine, parce que ça nous permet d'avoir ne serait-ce que l'interaction sur un même document en même temps. On a bien sûr, on utilise Google Slides, les spreadsheets, les Google Forms, je m'en sers pas mal pour faire des sondages, notamment dans l'intranet pour récupérer des informations, pour récupérer des avis. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Un de mes outils préférés que j'ai découvert cette année s'appelle Timeboard. Parce qu'une de mes premières problématiques, quand on est à distance, c'est comment on fait les brainstorming. Comment on peut se montrer des choses, interagir, faire des petits schémas, etc. Une partie de mon travail, c'est beaucoup la schématisation d'idées. Donc pour partager ce qu'il y a dans la tête en fait. Et pour ça, le Timeboard est très efficace parce que vous avez déjà une bibliothèque de templates qui existe, qui vous permet de faire facilement des boards avec des diagrammes, des Canva, des workflows, tous les schémas que vous avez en tête. Et ça permet également, notamment mon designer, de partager des boards, partager des informations, prendre des notes, tout ça en même temps sur la même interface. Il y a beaucoup de communication par écrit. Et quand vous faites beaucoup de communication par écrit, il faut faire très attention à être bienveillant. Donc, ce que j'entends par bienveillant, c'est pas faire partie du monde des bisounours, tout le monde est gentil, personne ne nous veut du mal, etc. Mais c'est pas loin, en fait. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir un écrit, notamment un mail ou un message sur Slack, et vous énerver. En mode, mais tu te fous de moi, elle n'a rien compris ce que je lui ai dit, je comprends pas pourquoi elle m'agresse. Et en fait, vous en discutez après avec la personne, elle dit, mais non, pas du tout, quoi. Enfin, c'est pas du tout le ton que j'ai voulu donner à mon écrit. Donc, quand vous travaillez à distance, la communication, surtout à l'écrit, est très très difficile, il faut y prêter beaucoup d'attention. Donc, la première règle, c'est qu'il ne faut jamais rien prendre personnellement. C'est pas parce que votre collègue vous dit quelque chose qui remet en question votre travail ou ce que vous avez fait par rapport à un client. La seconde règle, aussi très importante, mais ça marche aussi dans la vie, c'est qu'il ne faut pas faire de suppositions. Encore plus quand vous ne voyez pas les personnes. C'est-à-dire que moi, par rapport à mon équipe, je ne me dis jamais la personne n'est pas en train de travailler devant la télé en slip en train de manger des cornflakes. Jamais. Je pars toujours du principe qu'elle est là en train de travailler, comme si elle était dans un bureau, et qu'elle est en train de faire de mieux de son possible son travail. Mais après, je ne sais pas si c'est pareil en Suisse. En France, c'est très comme ça, il faut faire des heures pour montrer qu'on travaille. En télétravail, on ne peut pas faire ça. Du coup, forcément, il faut mieux pas faire de suppositions. Et donc, on en revient à la question de la confiance. Parce qu'effectivement, quand vous pilotez une équipe à distance, il faut extrêmement avoir confiance en vous. Une des premières questions qu'on m'a posées, quand j'explique notamment aux parents, bien sûr, qu'on fait tous du télétravail, c'est comment tu fais pour surveiller que tes salariés travaillent? Comment tu fais pour les surveiller? Comment tu fais attention à ce qu'ils fassent bien? Alors, en fait, je vois ce qu'ils produisent en fait. Et c'est ça où aussi on a aussi, j'ai envie de dire, changé notre façon d'appréhender le travail, c'est qu'on ne regarde pas les heures, on regarde juste ce que les personnes produisent en fait au final.
Donc, pour chacun des travails, chacune des tâches, le développeur, le designer, le chef de projet va estimer son travail. Dire ça, j'en ai pour une journée, ça j'en ai pour 2 jours. Du moment qu'il tient ses plannings et que le travail est fait, je peux avoir confiance en son travail, il fait ce qu'il a à faire. Et donc on en vient à la question du management. C'est quand on dirige des entreprises à distance, on manage énormément et surtout on manage très différemment que quand vous êtes dans les bureaux. Je ne dis pas que quand j'étais dans les bureaux, j'arrivais le matin, je criais sur tout le monde, etc. Mais le management n'est pas du tout le même parce que vous passez beaucoup de choses par le physique, vous ne pouvez pas du tout faire ça à distance. Déjà, ce qui a changé, c'est comment on recrute les personnes. Parce que l'état d'esprit est beaucoup plus important que quand vous êtes dans un bureau. L'état d'esprit est déjà important quand vous prenez quelqu'un dans un bureau, et quand vous allez télétravailler, il faut que la personne elle soit autonome, elle soit à l'aise d'être dans le télétravail, à l'aise de s'organiser tout seul, à l'aise d'être seul chez lui. Même si vous pouvez faire du télétravail et travailler dans les coworks, vous êtes quand même seul dans un bureau, vous n'avez pas cette interaction au quotidien avec des collègues. Donc il faut la bonne personnalité. Et il y a aussi, il faut trouver les personnes qui recherchent du télétravail. Pour ça, aujourd'hui, il y a plein de sites internet qui proposent soit des entreprises qui recherchent des télétravailleurs ou des télétravailleurs qui recherchent des entreprises. C'est assez récent, il n'y avait pas ça au début. Mais nous, dès qu'on a des besoins de recrutement, on passe des annonces sur ces sites-là et on reçoit énormément de CV. Les fameux marqueurs sociaux. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce qu'est un marqueur social. Quand vous êtes dans un bureau, par exemple, vous avez un open space et vous avez quelqu'un qui a un bureau tout seul avec une jolie fenêtre. Donc c'est un marqueur social qui montre que cette personne-là est votre responsable ou cette personne-là n'a pas le même traitement que vous. Du coup, ça indique une sorte de hiérarchie un peu indirecte dans ce que vous pouvez voir au quotidien. En télétravail, vous n'avez pas ça parce qu'on est tous sur Slack. Et ce qui a été aussi un grand changement, c'est qu'on était déjà dans, j'ai envie de dire, cette vision du management à l'horizontale quand on était dans les bureaux, mais ça s'est d'autant mieux fait quand on était à distance. Ça a apporté beaucoup plus de collaboration, et comme il n'y avait plus ces marqueurs sociaux, ça a aussi facilité pour les salariés, eux, j'ai envie de dire, leur tendance à aussi donner leur avis. C'était plus simple pour eux. Ils n'avaient pas le côté, il est dans son bureau, je ne vais pas déranger. On est tous sur Slack, on est tous sur les mêmes outils. Le plus complexe, quand vous faites du télétravail, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'appartenance. C'est-à-dire que votre salarié peut vite avoir l'impression d'être un freelance qui travaille chez lui pour une agence. Il n'a pas forcément l'impression de faire partie d'une équipe. Et même par rapport à une équipe, c'est difficile de créer une équipe si physiquement il n'y a pas une équipe dans un endroit. En fait. Donc comment on fait pour travailler cet esprit d'appartenance? Et c'est là où ça a été pour nous très intéressant de nous épargner le budget des bureaux. C'est que le budget des bureaux, en fait, est passé dans un budget voyage, dans un budget, je vais dire, entertainment. Et ce qui fait que maintenant, avec nos équipes, on se voit, pas tous les jours, pas toutes les semaines, pas toujours tous les mois, mais quand on se voit, on fait des trucs super sympas. On va à Disney, on se loue une maison avec une piscine, on va faire du bateau, on fait des restaurants. On a beaucoup plus d'interaction dans l'humain, au final, que quand on était tous dans un même bureau. Ça a forcément un coût, ça nous coûte moins cher que d'avoir des bureaux, mais l'investissement vaut vraiment la peine parce qu'on arrive à créer ce sentiment d'appartenance, on profite des vacances pour se voir, voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui que les salariés ne se sentent pas comme un freelance qui travaille pour un client. On a vraiment l'esprit groupe en fait. Et en plus, ça fait fonctionner très bien. Il y a aussi quelque chose qui a été complexe pour moi au départ, en termes de management, et que j'ai dû apprendre avec le télétravail, c'est respecter les habitudes de travail. Quand vous êtes dans une agence avec des bureaux, vous avez une sorte de tendance un peu mouton, où les gens arrivent à peu près tous à la même heure, et puis il y en a un qui part et tout le monde suit. En télétravail, vous n'avez absolument pas ça. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous pouvez respecter les habitudes de travail de chacun. Moi, j'ai un développeur qui commence le matin à 11h, qui finit à 2h du matin, on fait une pause, parce que sinon, c'est mort. Il y a des gens qui commencent très très tôt le matin et qui finissent à 16h, parce qu'à partir de 16h, ils vont s'occuper des enfants, ils vont faire plein de choses. J'en ai qui font des pauses dans la journée pour aller faire du sport, on a de tout en fait. Et donc on respecte le fait que chacun a des habitudes de travail différentes, et on peut le faire parce qu'on a les outils pour travailler ensemble, et pour travailler comme ça en télétravail. Et on en vient à la question de la productivité, parce que c'était une des premières questions aussi qu'on m'a posées. Quand j'ai expliqué qu'on passait en télétravail, donc juste après, mais comment tu fais pour t'assurer que les gens travaillent? Il y a, ok, mais les gens vont être beaucoup moins productifs.
Parce que quand tu télétravailles, les gens partent du principe que tu te lèves le matin, tu es en slip, tu essaies de te motiver pour aller travailler. En fait, non, tu ne vas pas travailler, tu vas allumer la télé, tu vas faire autre chose, tu ne vas pas forcément te motiver à travailler. Et je ne sais pas si les télétravailleurs pensent comme moi, mais c'est plutôt l'inverse en fait. Vous avez plutôt du mal à vous arrêter à travailler. Et donc le côté, le matin on commence en pyjama devant son ordinateur, c'est pas vraiment ce qui se passe au réel. Donc nous en plus à l'agence on a ce qu'on appelle le daily, donc tous les matins on a une heure où chacun doit être présent, quelles que soient ses habitudes de travail, pour venir échanger sur quoi ils travaillent en ce moment. Donc s'ils sont en pyjama, ça se voit facilement. Ils peuvent tricher juste en t-shirt. Voilà. J'ai une fois eu comme ça mon directeur artistique qui est en chemise, il fait super bien habillé et tout, c'est bien tes classes, il s'est levé, il était en caleçon. C'est les gens du télétravail. Et donc pour calculer cette productivité, et surtout moi, ce qui m'a au départ inquiété, c'est qu'ils travaillent trop. C'est un petit peu contradictoire pour un chef d'entreprise d'avoir peur que ses salariés travaillent trop, mais c'est important qu'ils conservent, j'ai envie de dire, une bonne hygiène de vie. Et donc pour ça, je les encourage, je ne les force pas, je les encourage à installer RescueTime, qui est un petit outil qui va espionner tout ce qui se passe sur votre ordinateur. Moi, je l'ai fait très longtemps, ne serait-ce que pour vérifier que je ne travaille pas trop. Parce que j'ai beaucoup d'activités, je fais beaucoup de choses, et je m'interdis d'être esclave du travail. Je m'interdis de ne faire que travailler. Et ce petit outil me dénonce quand j'ai des semaines un peu trop longues. Il analyse un peu votre productivité, il vous dit bah, t'as passé 2 heures sur Facebook, t'as fait ci, t'as passé 5 heures en réunion, bref. Et j'avais installé quand j'étais dans les bureaux. Une fois, j'étais montée à 30 heures de réunion par semaine. Parce qu'à chaque fois que je m'en allais, je me disais ce que j'étais en train de faire. Ça m'a permis de suivre toutes les erreurs que je pouvais faire dans ma productivité au travail. Et c'est aussi pour ça que j'encourage mon équipe à le faire. Parce que dans notre organisation, ils travaillent des sprints de 2 semaines. Et ils ont des journées de 5 heures de production et 2 heures d'autre chose. Donc ils ont 2 heures par jour pour faire de la veille, pour faire des ateliers entre eux, pour faire de la montée en compétences, des formations, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils organisent leur sprint tel qu'ils le souhaitent. Mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ont parfois tendance à ce que les 5 heures deviennent 7, deviennent 9, etc. Comment on peut faire pour aider les télétravailleurs? On a mis à disposition d'une petite aide, donc notamment financière, pour les encourager à faire du sport. À WP Media, on a un budget de 250 € par mois pour s'abonner à un club de sport, pour aller s'aérer, pour aller s'acheter, je ne sais pas de quoi faire du running. On a un budget qui est dédié à ce qu'on aille faire du sport pour nous encourager à sortir de chez soi. Parce que quand vous êtes au départ dans une agence, moi notamment à Paris, j'avais passé beaucoup de temps en sport à courir après le bus, je devais prendre un bus. Voilà. Le bus était toutes les 20 minutes. Si je me bougeais, j'étais morte, donc il fallait que je cours après ce bus le matin et ça vous réveille. Et donc du coup, je faisais beaucoup plus d'exercices que quand je suis tous les jours, je me lève, je vais dans mon bureau, je vais manger, je vais dans mon bureau et je vais me coucher. Donc aujourd'hui, je fais 5 fois par semaine du sport, j'en ai besoin parce que ça m'aide à me défouler. C'est aussi important de ne pas rester que chez soi. Et là, on en vient à la seconde règle, c'est l'importance de se sociabiliser. Parce que quand vous êtes dans un bureau, c'est plus facile de vous sociabiliser. Et quand vous êtes chez vous, comment vous faites pour rencontrer des gens? Comment vous faites pour parler de votre métier? Comment vous faites pour parler des individus en fait? Parce que vous êtes quand même chez vous tout seul. Et c'est très important, ne serait-ce que d'aller dans les WordCamp, d'aller dans des meet-up, ça vous permet de rencontrer des gens qui font le même métier que vous, mais aussi aller voir des gens qui parlent d'autre chose que de WordPress. C'est pas facile, j'essaye, mais voilà. Donc la sociabilisation est très importante. C'est très difficile pour moi de suivre, que mon équipe le fait, qu'ils arrivent à le faire. Maintenant, je les encourage au maximum. Donc, on essaie de faire des sessions d'échange. Raconte-moi ce que tu as fait cette semaine, raconte-moi ce que tu as fait ce week-end, pour suivre que la personne ne reste pas tout le temps chez lui. En fait. On a fermé définitivement nos bureaux en janvier dernier. Donc, il restait 2 salariés qui étaient sur Paris. Donc, on avait gardé les bureaux un bon petit moment. On avait du coup un clivage entre les gens qui faisaient du télétravail et les personnes qui étaient restées dans les bureaux à Paris. Et on sentait vraiment ce clivage, notamment dans leur état d'esprit. Ils étaient très stressés. Et nous, à distance, on était beaucoup plus zen. Donc, on les a fortement encouragés à passer en télétravail. Et on a eu la chance que ces 2 personnes-là voulaient aussi partir de Paris. Donc, on a fermé définitivement le bureau en janvier. Et ça a été une des meilleures décisions, en tout cas une des meilleures décisions que moi j'ai pu prendre, parce que déjà en qualité de vie, j'ai gagné, qui était Paris, ça aide. Et aussi, l'entreprise, en tout cas mon agence, est beaucoup plus productive. On a des salariés beaucoup plus heureux. On gagne plus de chiffre d'affaires, on a eu plus de clients. Au final, tout se passe beaucoup mieux depuis qu'on est passé en télétravail.
Et il y a ça aussi qui a été difficile à expliquer, notamment par rapport à d'autres confrères à qui on parlait. Ils avaient peur que, ok, mais pour les clients, c'est très déstabilisant de travailler avec une entreprise qui n'a pas de bureau. Comme on fait quand on est 15 pour montrer qu'on est quand même sérieux, même si on n'a pas de bureau. La chance qu'on a, c'est qu'on peut se comparer, regardez WordPress, regardez Automatique, regardez Humanmail, ça se passe très bien pour eux. Donc le fait d'avoir d'autres exemples nous aide à nous justifier auprès de nos prospects que ça se passe très bien. Et au final, on avait très peu de clients qui venaient dans nos bureaux, c'est surtout nous qui allons dans leur bureau. Donc c'était une excellente décision et c'est pour ça qu'on essaye de la diffuser au maximum pour encourager d'autres entreprises à passer en télétravail et expliquer un petit peu comment nous on est arrivé à cette situation. Merci à tous et si vous avez des questions. Je voulais savoir si tu avais des salariés qui sont digital nomades. Pas tellement. Je les encourage un peu, mais ils ont du mal. Voilà. Moi, je le fais beaucoup, et j'essaie de leur montrer l'exemple. Moi, je bouge beaucoup, j'ai quand même dans pas mal de Bartran. J'essaie de leur montrer que c'est quand même sympa l'hiver d'aller au soleil, et puis quand c'est l'été, il fait trop chaud, surtout à Lyon, c'est sympa d'aller en Normandie ou en Bretagne parce qu'il fait plus frais. Ils ont beaucoup de mal à quitter justement cette routine et ce cocon en fait. C'est pas évident, mais en tout cas, on y prête attention. Et si tu avais des salariés qui étaient éparpillés un peu dans le monde, comment tu gérerais en fait le décalage horaire par rapport à l'organisation? Par exemple, tu disais que tu faisais des réunions tous les matins. Là, si tu as des salariés qui sont répartis partout dans le monde, c'est plus difficile. Aussi pour la communication, dès qu'on s'attend à avoir une réponse assez rapidement, si la personne est en train de dormir, on sait qu'on va avoir la réponse 12 heures après. Oui. Notamment WP Media, c'est ça. WP Media, on avait des personnes qui sont à Los Angeles, qui ne peuvent jamais ou quasiment jamais communiquer avec les personnes qui sont en Inde, alors qu'ils sont même travail, ils font du support. Donc on avait réussi à identifier des time zones où à peu près tout le monde pouvait être connecté à ce moment-là. Et on impose en fait une heure où que ce soit que tu habites sur la planète, il faut qu'à cette heure-là, ce soit possible. Donc pour Los Angeles, je crois que c'est 8h du matin, et pour l'Inde, c'était un peu plus tard. Mais on arrivait à trouver une heure où à peu près tout le monde arrive à se connecter. De la même façon, on a le daily qui est à 10h. C'est compliqué pour mon dev qui aime bien traîner un peu le matin en ligne, mais il arrive à être là au moins à 10h. Et après, il retourne se coucher, je pense, c'est pour rien que 10h dans la journée. Je suppose. Mais effectivement, la contrainte aussi la réponse n'est pas toujours immédiate. Ça dépend de ce que tu fais comme activité. Quand tu vas dans mon agence, c'est du site, quand un site qui tombe, il faut être réactif très rapidement. Là, on en revient à la technique de base de je prends mon téléphone. Là, WP Media, c'est sur l'assistance sur les produits. On n'a pas du tout les mêmes degrés d'urgence. Donc ça joue aussi dans le recrutement. Pour donner un exemple, pour WP Media, on a cherché quelqu'un pour la communication qui devait travailler en tandem avec les équipes à Lyon. On a pris Time Zone Europe. On a demandé Time Zone Europe pour ne pas avoir justement 7 heures de décalage avec un Américain. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. J'ai eu plusieurs présentations de télétravail. C'était très intéressant où celle-ci est extrêmement axée sur une structure extrêmement hiérarchique. Je voulais poser la question, nous c'est plutôt plat. Est-ce que c'est aussi un lien avec un contexte culturel? Est-ce que tous vos employés sont plutôt individualistes, occidentaux, un peu clichés bien sûr, mais est-ce que vous avez aussi ce type de profil-là? Ou vous avez justement totalement multiculturel, et ça fonctionne avec toutes ces cultures? Alors, il y a deux questions, donc je vais commencer par la première. En fait, il y a une particularité, c'est qu'on fait que du WordPress. Et je pense que quand on fait du WordPress, on a une certaine mentalité en fait. On fait de la contribution, on pense aux sources. Donc déjà, on n'a pas du tout la même façon de penser que d'autres individus. Donc je pense que ça contribue aussi pas mal à ce que cette horizontalité fonctionne. Parce qu'en fait, dans mon agence, j'ai juste répliqué la même philosophie, on va dire, que WordPress, côté contribution. J'ai un sujet, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais on a une sorte d'organisation dans l'agence qui nous permet d'avoir des teams, en fait, par type de sujet, ce qui fait que chaque salarié peut contribuer en fonction du sujet qui l'intéresse à toute la stratégie de l'entreprise. Moi, c'est plus intéressant parce que l'équipe est engagée, elle contribue à tout ce qu'on fait, puis j'ai plein d'idées, il y a plein d'interactions. Et ça, c'est possible, en télétravail, il n'y a pas de souci. La seconde partie de ta question qui était la culture, donc ça c'est ce que j'ai connu à WP Media, où effectivement culturellement tu n'as pas du tout les mêmes façons
de travailler, de t'exprimer, notamment quand tu travailles avec des Américaines, et la notion de privacy, quand on se déplace. On avait fait une retreat, on avait loué une maison. Nous, en France, les Français pouvaient être dans une même chambre, empilés 3 sur un canapé, et ça posait pas de problème. Mon frère, il trouvait ça fun. Les Américaines, il n'y a pas moyen. Il faut qu'ils aient leur espace, et ils puissent de temps en temps être seuls, en fait. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte dans la communication. Quand on parle sur Slack, il y a des images, on ne partage pas ça avec n'importe qui. Il y a eu un exemple, une fois, Haroun, indien, avait partagé une photo d'Hitler. Pour lui, c'était une blague, et parce que pour eux, la vision d'Hitler n'est pas du tout la même que pour nous, Européens. Et on a une collègue qui était à ce moment en Pologne, elle était dans un café avec le Slack ouvert, et donc les gens ont vu la photo d'Hitler. Donc c'est pas du tout passé. Alors que pour Haroun, c'était totalement innocent. Et ça, ça nous force à faire encore plus attention à l'individu, et donc tout ce qui est hiérarchie, tout ça, ça disparaît aussi, en fait. On est plus en collaboratif d'humain, en fait. Et ça rejoint un peu la contribution de WordPress et tout ce qui va avec la philosophie. Merci. Quand tu as des nouvelles recrues, est-ce que vous les formez au télétravail ou est-ce que dans ton processus de recrutement, tu recrutes déjà des personnes qui ont une expérience en télétravail pour éviter de les former? Comment ça se passe? Alors, déjà de base, je préfère quelqu'un qui a déjà télétravaillé, donc par exemple un finance, parce qu'on sait que ça va être plus facile l'onboarding dans une entreprise en télétravail. Mais on a eu le cas récemment d'une personne marketing qui n'avait jamais fait télétravail, et du coup il faut l'habituer et on prend un risque. Parce qu'on prend le risque que le télétravail ne lui plaise pas du tout. Donc il faut lui expliquer les différents outils, comment on communique, effectivement ça passe par la formation. Et le plus compliqué à expliquer au final, c'est que la personne ne travaille pas trop, qu'elle arrive à s'arrêter en fait. C'est triste à dire, mais des fois il faut les foutre dehors et c'est difficile quand on n'est pas dans un bureau en fait, de mettre dehors. Et enfin, nous on voit sur Slack le temps de connexion parce qu'on l'a plugué avec Toggle, qui nous permet de suivre les temps de connexion des gens. Et quand on atteint 45 heures, 50 heures dans la semaine, on a mais stop, arrête de travailler. Mais effectivement, le télétravail, c'est un des dérives, c'est qu'on a du mal à s'arrêter. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais c'est dur de s'arrêter le soir, quoi. Parce qu'il n'y a pas à prendre le bus pour rentrer chez soi. J'ai un truc avec le bus, hein, Parmi les salariés que tu avais au départ qui ne faisaient pas de télétravail, tout le monde est passé au télétravail, puis il y a des personnes qui sont parties parce que... Non, tout le monde est passé au télétravail. Et tout le monde s'adaptait à ce mode de travail. Oui, il y avait un développeur qui était le dernier à partir des bureaux, c'était plus dur pour lui, parce que lui, il adore l'interaction. Et comme on a mis en place ces ateliers, il a retrouvé dans les ateliers ce qu'il vivait au quotidien dans l'agence, en fait. Et au contraire, c'est plus intéressant pour lui, parce qu'il a des heures dédiées à discuter avec les autres. Alors qu'avant, c'était plus, on prend une pause café, on se voit comme ça dans un coin, etc. Parce que c'est ça aussi qui est différent, c'est quand tu es en bureau et que tu veux prendre une pause, tu prends un collègue et tu vas prendre un café avec un collègue. Quand tu es chez toi et que tu veux prendre une pause, tu parles de tes collègues en fait. Tu vas faire autre chose. Donc il faut entre guillemets, mettre en place, j'allais dire le forcer, mais mettre en place des routines pour qu'ils puissent avoir les mêmes interactions. Donc on a des pauses café, on a des pauses jeux, on a des pauses culture. Les ateliers, c'est quoi? Comment ça fonctionne? En fait, les ateliers, c'est qu'ils toutes les 2 semaines, ils se réunissent entre devs, donc soit entre thème dev, soit entre plugin dev. Physiquement ou non, sur vidéo? Zoom. On est en train de mettre en place les meet-up, donc profiter des WordCamp pour aussi se voir physiquement et faire des meet-up en même temps que les WordCamp. Et donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, ils discutent entre eux et ils font une brainstorming sur des sujets qui leur sont propres. D'accord, c'est eux qui décident des sujets sur lesquels ils vont travailler. Oui. Moi, je les laisse totalement libres, c'est le but de l'organisation. C'est que moi, je me mêle le moins possible de ce qui se passe. Moi, je suis là pour, je regarde l'organisation de leur bien-être, mais c'est leur taf. Donc, c'est à eux de voir ce qui leur fait du bien, ce qu'ils ont envie de faire entre eux, sur quoi ils ont envie de progresser. Je peux poser encore une question, ou je ne veux pas monopoliser le micro. Je pose après, c'est Est-ce que tu vois des inconvénients, à part peut-être le fait que les gens ont tendance à trop travailler, est-ce que tu vois d'autres inconvénients au télétravail? La socialisation, c'est compliqué. C'est vraiment le point, moi, c'est là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est ça. Et après, toutes les situations qui sont difficiles à vivre. Par exemple, moi, j'ai quitté WP Media au mois d'août. Et quand tu quittes une entreprise, tu fais un peu de départ, tu as de l'humain. Et là, tu quittes l'entreprise, tu quittes un Slack. C'est très violent. C'est très, très violent. Et c'est ça, pour moi, le principal défaut du télétravail, c'est cet aspect humain-là, en fait. Comment on gère tout ce qui est situation, comme il y a un décès dans la famille, il faut que tu parles aux salariés,
Il y a un salarié que tu dois licencier, bah, comment tu fais pour licencier? Parce que tu vas recruter par Zoom. Ok, mais tu vas pas virer quelqu'un par Zoom, c'est ultra violent. Donc c'est toutes ces situations-là qui pour moi sont difficiles en télétravail. C'est peut-être une notion aussi obsolète, mais est-ce qu'il y a aussi une régularité dans l'évaluation de la qualité des employés et comment vous le faites à distance? Non. Alors, donc, il y a deux entreprises différentes. WP Media, il y a un système de performance. Donc, en fonction des postes, en fait, on établit avec le salarié une grille de performance. Par exemple, un bon lead dev doit savoir faire ci, doit savoir faire ça. Tous les 3 mois, il y a un petit entretien pour dire bah, voilà, est-ce que ça correspond pas. Et au bout de 6 mois, c'est bon, bah, est-ce que vraiment c'est bon, donc tu montes d'un échelon, ou tu es augmenté, ou est-ce que pas du tout et tu restes encore au même salaire. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place WP Media. À Woodolite, on a ce qu'on appelle les one-and-one. Où ça permet de faire un échange en fait avec les salariés pour savoir comment il va, comment il se sent. Et donc ça c'est pour le pur RH. Et on a ce qu'on appelle les OKR. Alors là je vais partir dans le alors les OKR, c'est les objectifs et les key results. En gros chaque trimestre, on parle de la stratégie de l'entreprise. Par exemple, j'en sais rien, sortir un produit sur le but. Et chaque équipe, donc la team dev, la team com, la team market, va réfléchir à comment contribuer à cet objectif. Et donc chacun va définir des moyens pour y arriver et à quoi on va constater qu'ils ont réussi. Donc c'est là où on a les objectifs pour les salariés. Je pourrais parler des heures sur les OKR. Je passe à la prochaine. Ok. Merci. Pour WP Media, je pense que ça va pas parler, mais au niveau de l'agence que vous avez à Lyon, pour les clients, comment ça se passe? Ça ne dérange pas de savoir comment on fait le télétravail? Absolument pas. On a des clients qui sont sur Paris, donc nous on se déplace pour aller les rencontrer. On a aussi maintenant des clients sur Lyon et on a aussi des clients qui sont en Belgique, des clients qui sont en Suisse. Enfin, vu la façon dont on communique, et qu'en plus le télétravail, alors en ce moment un peu ça aide aussi à mieux comprendre la démarche. On avait vraiment peur de ça, en tout cas moi la première il y a 2 ans, que les clients ne comprennent pas, et au final ça ne pose aucun souci. Mais je pense que tout est une histoire de communication et de marketing pour dire que... Alors merci beaucoup. Merci. Super.